Bonjour chers amis, heureuse de vous retrouver. Une fois par mois, comme à l'habitude, vous me voyez probablement plus souvent qu'une fois par mois, mais ce sont des rediffusions, vous devez le savoir. En tout cas, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous revenir pour mon émission mensuelle avec deux invités, deux marques, vous allez voir, qui vont vous parler de choses importantes, de nos racines, de notre rapport à des choses dont on ne nous parle jamais, et puis qui sont, si vous voulez, reléguées à la culture viennaise, entre guillemets. Donc vous allez voir qu'il n'y a rien de plus noble que ce qu'on vous empêche de considérer comme l'étant. Donc je reçois aujourd'hui Alfred Varas, que vous connaissez bien. Bonjour Alfred. Bonjour. Bonjour chers auditeurs. Voilà, moi je pense que beaucoup de gens savent qui tu es, donc il n'y a pas de souci. Vous connaissez Alfred, hein, dans tout ce qu'il fait comme activité artistique. C'est un artiste de chez nous qui n'a jamais baissé les bras, malgré, voilà, vous savez, quand nous produisons chez nous, quand nous voulons mettre notre culture, nos savoirs dans un écrin, pour les rendre plus beaux et plus accessibles par rapport à nos mentalités détruites, eh bien, nous disparaissons des écrans. Voilà, je reçois aussi Dr Lecurieux, Lafayette, c'est ça? Lafayette. Dr Lecurieux Lafayette. Oui, il y en a des... Bonjour, bonsoir ou bonjour. Bonjour à Madame Aspinada, bonjour Alfred et bonjour aux téléspectateurs de Zouk Télévision et à la Martinique. Voilà. Alors... on connaît Alfred, on vous connaît moins, vous voulez dire deux mots sur vous? Alors, moi je suis dans le service d'addictologie, je suis chef de service d'addictologie, médecine et addictologie à l'hôpital de Saint-Esprit. D'accord. Où nous avons eu le bonheur justement d'avoir Alfred Varas pendant quelques mois, parce qu'il animait un atelier tambour pour nos patients addicts. C'est ça. Et donc, j'ai pu entendre les vertus thérapeutiques du tambour, entre autres, hein, puisqu'il y a la musique, il y a aussi le tambour. Très bien. Donc, vous avez un médecin de l'âme et un médecin du corps. Et de l'esprit. Et de l'esprit, voilà. Alors, si vous le permettez, je voulais faire une petite mise au point, d'accord ? C'est moi qui parle, hein? C'est moi qui dis. J'entends souvent dire que ma façon de parler choque les gens, que je dis trop directement les choses, que je parle trop vrai. En tout cas, j'ai une petite bourgeoisie, je dis une petite bourgeoisie dans mon pays, qui me donne l'impression de vivre dans un cocon, en dehors du monde, en dehors de la violence du monde dans lequel nous sommes, la violence du monde qui fait que nous sommes 50, 70 ans après la sortie de l'état de colonie, que nous sommes toujours dirigés par des étrangers, que ça ne choque personne, que nous sommes au contraire dans une espèce de vivre ensemble qui convient, qui a l'air de convenir à cette petite bourgeoisie qui me dit qu'elle est choquée parce que le peuple ne me le dit pas. Donc je sais pourquoi je vous le dis à ceux qui entendraient cette émission, que la façon de parler n'est pas un acquis de naissance, c'est une construction. Moi, je vous ai dit depuis longtemps que je suis chercheur et que mon paradigme, celui que j'explore, c'est celui de la domination. Et c'est parce que j'ai fait un gros travail sur le langage et que je sais comment, surtout lorsque nous sommes universitaires, lorsque nous sommes amenés à représenter les institutions, je sais comment on nous demande de parler. Et ce parler-là, cette façon de parler-là, je la refuse. Vous qui l'avez accepté, c'est votre problème. Mais ne me dites pas que je vous choque. Parce que s'il fallait que je vous choque, que je vous dise les choses dans leur vérité, dans leur violence, ce n'est pas le ton là, soi-disant, qui vous dérange un peu, que j'aurais utilisé.
Je vous le dis aussi parce que quand j'étais enseignante, j'ai enseigné à l'université Strasbourg 2 de Strasbourg, enfin Marc Bloch, Strasbourg 2, à Strasbourg donc. Et dans tous les travaux que je menais en sociologie, vous savez que j'ai beaucoup publié et que je fouillais, je cherchais, dans tous les travaux que j'ai menés, je me suis rendu compte qu'il y avait petit à petit que dans la progression de la parole, la façon qu'avaient les intellectuels, ceux qui pensaient, qui écrivaient, qui entouraient la royauté, l'administration, etc., qui donnaient leur avis, qui parlaient un langage de vérité, que petit à petit, les rois, les administrations, etc., ont commencé à vouloir contrôler cette parole-là, à interdire que les choses soient dites d'une certaine façon, à interdire que les intellectuels se mêlent du peuple et parlent, défendent, et en vue même de défendre le peuple. Vous voyez, ça a donné de bons, super résultats chez nous. Parce qu'aujourd'hui, il peut arriver au peuple ce qu'on veut, il n'y a pas un intellectuel qui ose sa bouche, pour le dire. Donc, la question de la neutralité dans la façon, dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, dans le langage, ça n'existe pas. Et quand moi je vous parle comme je vous parle, je suis dans mon paradigme, celui de la domination. Et j'ai refusé, parce que je l'ai compris, je l'ai étudié, analysé, j'ai présenté à mes collègues un grand panel sur cette question-là. Donc je sais ce que c'est que parler gentiment. Par exemple, vous parlez de l'esclavage, vous avez le droit d'en parler, vos collègues français, les universités françaises sont d'accord que vous en parliez éventuellement, d'une certaine façon, en disant que ce sont les nègres qui ont vendu les nègres. Si vous sortez de ce langage-là, si vous arrêtez de dire, oui, il y a eu l'esclavage et puis il y a eu des gens qu'on a amenés, etc. Vous voyez le langage châtié qu'on vous demande d'utiliser. Eh bien, si vous sortez de ce langage-là, effectivement, vous avez toute la gente universitaire ou les bien-pensants contre vous. Eh bien, moi, je l'ai refusé. Et dans mes livres, je ne parle pas de « on a » institué, établi l'esclavage. On a amené, je dis, que les Blancs, les Français, les colons, qui sont des Occidentaux, des Européens, parce qu'il y a bien un responsable de cette situation-là. Et donc je nomme, je désigne, c'est ma façon de reprendre ma liberté de parler et d'être dans mon langage libéré de ces contraintes et de ce contrôle qu'on exerce sur nous. Alors, désolé si vous êtes choqués. Moi, je vous demanderai de lire, puisqu'il y a des choses, je publierai d'ailleurs mon article sur ce sujet-là. Il y a un livre que vous devriez lire qui s'appelle « L'ennemi intime » de Ashish Nandi. C'est un psychosociologue indien, magnifique, magistral, extraordinaire. Il vous apprend, il vous révèle, il vous explique comment le dominant vous demande de le critiquer, comment le dominant vous demande de parler de lui, comment le dominant vous oriente votre manière de dire pour que lui, il soit en permanence à l'abri d'un sentiment de culpabilité. Voilà pourquoi Smeralda parle comme elle parle, non pas parce qu'elle ne maîtrise pas ses émotions ou parce qu'elle a tendance à voilà, elle ne s'envoie pas en l'air, elle ne dit pas les choses au hasard, elle est dans le contrôle de sa parole, dans le contrôle de l'exercice du paradigme qui est celui de la chercheur que je reste. Autrement dit, je suis dans un paradigme qui étudie la domination, la façon que l'on a de nous apprendre à parler gentiment, à éviter les vrais problèmes, à n'écorcher que les dominés, que les plus petits, que les plus faibles, et à dire, en veux-tu, en voilà, dans notre société, c'est nègre qui vend nègre, sans que ça ne gêne personne. Je n'entends pas nos compatriotes dire que c'est blanc qui vend nègre, que c'est blanc qui fait ces nègres-là, qui fait d'autres nègres aller chercher nègre. Je n'entends pas ça, et c'est ça la réalité. Donc,
Encore une fois, désolé si mon langage vous choque, parce qu'il ne choque pas le peuple. Je vous demande de prendre vos responsabilités et surtout de nous aider à comprendre comment dans un pays où il y a de si grandes carrures, des personnes de si grande envergure, cravatées, costarées, défrisées, qui considèrent qu'elles sont des personnes très importantes, qu'elles sont dirigées par des gens qui sortent d'ailleurs, qui ne savent rien de nous, qui n'ont besoin de parler ni notre langue, ni de comprendre dans quoi on est, qui viennent s'installer à nos têtes et qui nous disent « je suis le boss ». Et vous les grands, les cravatés, les costumés, les défrisés, je veux que vous m'expliquiez pourquoi ça ne vous pose pas de problème. Quel est notre problème? Quel est notre problème? Nous, en 2023, dans une situation de domination aussi totale, qui n'écorche rien, parce qu'on est dans la bien-pensance, parce qu'on pense comme on veut qu'on pense, comme le dominant veut que nous pensions. Et c'est la réflexion que j'avais à vous soumettre. J'en aurai d'autres, parce qu'il y en a marre. Il y en a franchement marre de savoir que par vos postures, vous nous entraînez dans des situations de larbinisme et de domination insupportables pour des gens qui ont un petit peu de dignité. La dignité, ça se cultive aussi. Et c'est capital, en tout cas, pour quelqu'un comme Esmeralda. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si j'ai écorché les petites oreilles de certains d'entre vous, d'ailleurs, je sais qu'il y en a qui passent, quand ils voient Esmeralda à l'écran, qui éteignent leur télé, tant mieux, vous n'aurez pas eu à m'entendre et je ne vous aurais pas choqué une fois de plus. Voilà, je reviens à mes invités. Je vous remercie de m'avoir permis de dire ce que j'avais à dire et je viens au sujet de la raison pour laquelle j'ai ces deux invités prestigieux sur le plateau, c'est que nous avons effectivement un artiste qui a un rapport avec le tambour qui est très particulier, qui le travaille et qui a eu des expériences avec Aimé Césaire aussi, et qui le travaille depuis longtemps, et qui s'en sert comme j'allais pas dire un support thérapeutique. Tout à l'heure, quand tu as présenté le docteur, le curieux, tu l'as présenté comme étant celui qui soigne le corps et l'esprit. Mm-hmm. Et voilà que, personnellement, le travail se rencontre, puisque je travaille pratiquement sur le même domaine, moins sur le corps et plus sur l'esprit. Et c'est pour ça que pour moi, notre collaboration a été vraiment... Vous complétez. Ah oui, moi c'était formidable, parce qu'en fait, le tambour que je joue, il fallait que j'arrive à le réaliser, à voir sa dimension, à comprendre comment fonctionne le tambour et comment il fonctionne en nous, et aussi comprendre que quand quelqu'un est en difficulté, comme ça se passe à l'hôpital, la personne est en difficulté, elle a une addiction, comprendre quoi lui apporter. Je suis un tambourier, je ne suis pas un thérapeute à la base. Je suis un thérapeute à la base. Et donc, j'ai besoin de la vision du médecin, mais la vision du médecin rejoint ce que je vais faire pour apporter au patient, à partir du tambour, l'intention que je vais transmettre au patient, parce que c'est une intention. Quand je prends mon tambour, je ne suis pas dans le vide. D'ailleurs, ce tambour, il y a une intention. Et j'avoue que l'expérience que j'ai faite à l'hôpital du Saint-Esprit m'a révélé des choses extraordinaires. En plus, sur le tambour. Bon, j'avais déjà tout un background de mon expérience de tambouiller, de ma rencontre avec Césaire qui m'a ouvert les yeux. Parce que avec Césaire, quand je l'ai rencontré, lui, il savait les choses, moi, je ne savais rien. Moi, je joue au tambour. Mais c'est quand il a voulu m'initier, parce qu'il m'a initié, mais pratiquement sans me parler. Quand Césaire me fait venir chez lui, me mettre en face de lui, jouer au tambour, et qu'il reçoive la force du tambour, moi, je ne suis pas encore vraiment conscient. Mais il m'amène à cette conscience-là. Et donc, quand je parle de Bradgourn, oui, j'avais une expérience du tambour, mais c'est vrai que la rencontre avec
avec le milieu hospitalier, et notamment avec le docteur de Curieux, je veux dire, ça m'a permis donc d'approfondir encore davantage les capacités du tambour, là où il veut nous mener, là où il nous amène, mais là où il veut nous mener. Et donc pour cette première phase de ce qu'on va dire, de cet échange, pourquoi j'en parle? Parce que quelque part ça m'émeut. Je suis au restaurant il y a 2 semaines avec mon fils, mon dernier fils, et un homme est assis à côté de moi, je le vois, il me regarde, il insiste à me regarder, mais je ne le connais pas. Et au moment où il vient vers moi, il me dit « Bonjour, monsieur Varas ». Je dis « Bonjour ». Et il me dit « Je viens vers vous parce que vous m'avez sauvé la vie ». Je dis « Quoi ?» Je vous ai sauvé la vie. Il me dit « Oui ». Et il me dit « Ben, on s'est connus à l'hôpital de Saint-Esprit. J'avais des problèmes avec l'alcool. Et j'ai fait des séances avec vous qui étaient extraordinaires. Et il me dit, voilà qu'aujourd'hui, j'ai fini avec l'alcool. Et il me dit, vous m'avez sauvé la vie. Et là, voilà. C'est-à-dire que cet échange de vision et d'exploration que nous avons eu, pour moi, elle est merveilleuse. Je voulais commencer par ça. Je voulais commencer par ça. D'accord. Et docteur, comment avez-vous eu l'idée de vous associer à Alfred dans ce genre j'allais dire, c'est une expérience, hein, de dire, parce que c'est pas évident que des personnes qui sont addictes à l'alcool, par exemple, comprennent ou voient l'utilité d'écouter ou de faire une séance de thérapie ou d'écoute de musique, de tambour avec quelqu'un qui n'est pas non plus dans leur cercle, qui n'est pas concerné par la dictologie, etc. Comment l'idée vous est venue? Vous est-elle venue? Alors, si vous voulez, on va dire que c'est une synergie vertueuse, puisqu'il a très bien exposé. Vous savez que la santé, en définition de l'OMS, c'est un état de bien-être physique, psychologique et social. Et pour synthétiser, la musique regroupe ces 3 aspects-là. Et le tambour aussi, puisque en plus, le tambour nous permet aussi d'aller vers nos racines et vers, si vous voulez, des choses qui font partie de la culture du pays. Alors, je ne me souviens pas exactement du premier jour où on s'est rencontrés, mais je connaissais déjà M. Varas, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer sur d'autres endroits en Martinique, puisque le pays n'est pas si grand que ça. Mais nous avions déjà eu des ateliers de musique. Nous avons déjà eu des ateliers de musique, et puis je pense que c'est un de nous, puisque c'est une équipe collégiale que nous avons. Il y a un médecin, il y a infirmier, éducateur spécialisé, psychologue. Et quelqu'un a une idée, peut-être qu'il se souvient peut-être mieux que moi, d'en parler à M. Varas. Et puis on a établi des plannings, puisque, en fait, si vous voulez, dans nos patients, que ce soit des patients qui viennent en ambulatoire, c'est-à-dire qui ne sont pas hospitalisés, parce qu'on fait aussi le suivi de patients qui ne sont pas hospitalisés, il y a aussi ceux qui sont hospitalisés. Mais il y a des activités, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là simplement assis à recevoir, si vous voulez, des informations sur les produits. Il y a aussi des activités, on va dire, psychomotrices. Il y a des activités, il y a le sport le matin, par exemple, bon, c'est pas du sport de compétition, mais c'est des activités physiques. Et il y a des ateliers artistiques, dont celui-là. Et puis, c'est en cheminant qu'on s'aperçoit effectivement qu'il y a une synergie vertueuse, je dirais synergie vertueuse, parce que il a très bien dit, il y a des patients qui vont tirer plus que d'autres, c'est logique, selon leurs émotions. Selon leurs affinités culturelles et puis selon leurs émotions, ce que l'instrument. Mais là, il y a l'acceptation. Il y a l'acceptation de l'instrument aussi. Absolument, tout à fait. Ça dépend de la façon dont l'instrument vous parle ou bien ce que ça réveille. Mais les préjugés que vous avez sur l'instrument. Il y a ça aussi. Voilà. Parce que anecdotiquement, je me souviens, j'étais à l'école en 6e avec un certain Cali, c'était Jean-Marc à l'époque.
tout le monde sait de qui il s'agit. Et je me souviens que de temps en temps, on faisait du tibois. Entre deux professeurs, on faisait du tibois au fond de la classe. Oui, donc il y a quand même je dirais pas une sorte d'atavisme, il y a quand même des choses qui reviennent. Et même si moi je ne suis pas musicien, bon, Kali, vous savez ce qu'il est devenu, il est musicien. Mais on peut supposer que d'autres, des patients, peuvent avoir des résurgences comme ça du tibois ou bien du tambour qui jouaient avec les copains, quoi. Donc c'est pour vous dire que ça parle. Ça parle à l'émotion et ça parle aussi au corps physique du sujet. Et d'où la synergie dont il parlait tout à l'heure. C'est le patient. Donc il peut s'embarquer sans jeu de mots, il s'embarque dans cet outil, dans cet instrument. Il peut s'embarquer dedans et faire son chemin, son projet de vie, quoi, on va dire. D'accord. Donc vous êtes toute une équipe qui vous décidez d'un commun accord qu'il vous faut essayer une thérapie de ce type-là, c'est ça? Tout à fait. Mais dans l'atelier, il n'y a que les patients et la personne l'instrument, qui joue de l'instrument. Si, puis il y avait aussi d'autres personnes. Il y avait aussi des soignants aussi. Il y a des soignants qui sont intéressés, qui accompagnent, puisque comme c'est une activité qui est dans le cadre de l'hôpital, donc les soignants sont là aussi pour accompagner, effectivement, pour organiser les choses, quoi. Et est-ce que après, donc il y a ce travail qui est fait en commun, il y a l'anecdote que rapporte Alfred. Est-ce qu'il y a, vous avez un travail d'enquête pour savoir comment, quels sont les effets vraiment thérapeutiques et durables sur ce public que vous avez touché? Alors, vous évoquez un sujet qui nous tient à cœur, parce que là, il faudrait peut-être qu'on fasse plus de recherche. Mais vous savez que pour ça, bon, j'aurais bien aimé avoir des internes, des internes qui fassent un mémoire ou une thèse sur ce sujet-là. Mais on a quand même le recueil des patients, vous savez. Ça. On a des mais c'est dommage parce que ça sera perdu. Il faudrait effectivement qu'il y ait des thèses, comme le docteur Henri Joseph, avec toutes les expériences qu'il fait sur les plantes locales. Eh bien, ils ont déjà commis 3 thèses. Ça, c'est bon, ça marque le paysage. Et pour notre mémoire de peuple qui a apporté à notre civilisation, c'est très important. Tout à fait. Oui, mais ce qu'il y a aussi, c'est que, de manière systématique, quand je fais une séance de musique et thérapie, il y a, je sais pas moi, il y a une quinzaine, une vingtaine de patients qui sont couchés sous les tapis. Moi, je prends mon tambour et je commence la séance. D'accord. Mais quand j'ai terminé, avant qu'ils se lèvent, je leur dis de s'asseoir et que chacun me dise ce qu'il a vécu. Quel a été son voyage? Parce qu'en fait, c'est un voyage. Je l'invite à voyager. Alors, je vais poser une question à Arthur Curieux, il va me répondre tout à l'heure. On n'avait pas prévu d'avoir cet échange. J'ai voulu le faire en live, comme on dit, avec les téléspectateurs. Et donc, je demande à chaque patient de me dire ce qu'il a vécu. Ce qui est extraordinaire, c'est que très souvent, les patients me disent qu'ils se retrouvent en Afrique. Les odeurs, ce qu'ils voient, etc. Ils ont vécu un voyage, et souvent ce voyage les ramène sur l'Afrique. Et un jour, ça m'intriguait. Donc j'en ai discuté avec une amie qui est psychologue clinicienne. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà ce que les patients me disent. Et elle me dit, mais Alfred, le tambour, il faut savoir que le tambour, la puissance culturelle du tambour, je veux dire, c'est incontournable. C'est-à-dire que là où le tambour va les emmener, ce sera certainement dans cette direction-là. Bon, ça ne me suffit pas. Sa réponse ne me suffit pas, sur dame. Et un jour, je vais inviter donc, une dame que je connais, qui est psychiatre. Et chez elle, je viendrai avec mon tambour pour faire une séance en live.
pour elle et pour deux de ses amis. Et quand la séance est terminée, elle me dit qu'elle a pu prendre du recul et dénouer des nœuds de souffrance. Alors, là, moi, ça me dépasse. Parce que c'est ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle me donne comme retour. Et le psychothérapeute qui était là aussi, qui a participé à la séance, il me dit, tu m'as renvoyé vers mon enfance, et j'ai reçu un parcours, mais vraiment qui m'a fait énormément de bien. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, on touche à une dimension qu'on ne maîtrise pas. Qu'on n'a pas assez étudié, en tout cas. Non. En fait, oui, c'est une manière de voir. Oui. Et moi, je pense que le tambour, parce que le tambour a une dimension spirituelle. Oui, comme elle est en Afrique. Et c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est pas palpable. C'est pas matériel. Et là, ça nous emmène, là où ça nous emmène, je veux dire, on n'a pas de maîtrise sur ça. Bien sûr. D'accord ? Par contre, ce que je trouve qui est important, c'est l'intention. Avec quelle intention on va vers le patient, avec quelle intention on manie le tambour. Et c'est l'intention, et d'ailleurs Mona va nous le dire tout à l'heure, parce qu'on va écouter Mona dans sa présentation du tambour. Pour moi, l'intention est importante. Mais quand on part dans une direction, on fait un voyage. Le voyage, c'est le tambour, c'est lui qui conduit, c'est lui qui nous amène. Oui, mais il nous amène là où il veut. Oui, dans la civilisation des origines, c'était central. Mais est-ce qu'on pourrait écouter peut-être un petit extrait de ce que tu fais quand tu es avec tes patients en termes de musique? Peut-être que Manuela peut nous faire écouter un petit extrait. Oui, on va écouter. Mais juste avant d'écouter, je vais poser une question aux acteurs. D'accord. Alors, quand les patients sont là, est-ce que c'est un voyage en conscience? Ou bien est-ce que c'est, comment dirais-je, une forme de transe dans un sommeil apparent? C'est pour moi, bon, voilà, j'essaie de dire des mots sur ce qui est vécu. Mais je pense que tu peux m'éclairer là-dessus. Ouais, alors tu poses une bonne question parce que, en fait, il y en a qui parlent même de méditation, c'est-à-dire... parce que le rythme, le rythme du tambour peut aider pour ceux qui font de la méditation. Il y en a qui font de la mindfulness. Et puis, on est aussi aux confins de l'hypnose. Puisqu'on a parlé aussi de trance. On est aux confins de plusieurs états de conscience, si tu veux. Et c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier que ces thérapies-là, on les utilise aussi. On utilise des thérapies comportementales, on utilise la mindfulness, c'est-à-dire la méditation de pleine conscience. C'est pas la méditation spirituelle, c'est la méditation de pleine conscience. Et aussi l'hypnose ericksonienne. Et j'aurais un petit mot tout à l'heure à dire sur l'hypnose ericksonienne. Puisque j'ai été, entre guillemets, initié, c'est-à-dire formé à l'hypnose ericksonienne. C'est là que j'ai appris justement que la maman de Milton Erickson, sa maman, c'était une Indienne. Une Indienne, mais les premiers natifs. Oui, une native. Les natifs et ça cette curiosité m'a amené justement à aller plus loin dans la formation en hypnose. Ça m'a plu et j'ai trouvé ça bien. Et effectivement, quand on pratique l'hypnose ericksonienne, c'est pas l'hypnose de spectacle, on s'aperçoit effectivement qu'il y a certaines choses qui nous ramènent à des choses enfin, je disais transculturelles, bon, je ne suis pas sociologue, qui amènent dans ces dimensions-là. Et je pense que dans le chamanisme et dans le tambour africain, on retrouve ça aussi. Je ne vais pas dire le vaudou parce que je ne connais pas. Je ne connais pas le vaudou, je n'ai pas appris. Mais je suis persuadé qu'en Afrique, puisque tu es bien placé, le rythme du tambour, effectivement, peut amener, parce qu'il y a plusieurs aspects. Il ne faut pas oublier que nous fonctionnons avec une pompe qui s'appelle le cœur, qui a un rythme bien précis, bien rythmé. Et quand il n'est pas rythmé, quand il n'est pas synchronisé, c'est là qu'on peut être malade. Donc physiquement, on peut se demander si le tambour, effectivement, n'aide pas à ceux qui font, par exemple, de la cohérence cardiaque ou bien à d'autres exercices
Hein, donc je réponds à ta question, mais avec plusieurs outils, quoi, si tu veux. Donc il y a cet aspect-là. Le tambour peut effectivement aider physiquement au niveau de la cohérence cardiaque et de la relaxation musculaire aussi, puisque ça va jouer aussi sur si tu veux, la circulation. Si tu joues sur la cohérence cardiaque, tu vas jouer aussi sur la circulation. Et tu vas jouer sur la circulation, donc tu vas jouer aussi sur tout le fonctionnement des organes en général, tu vois. Et psychologiquement aussi, bien sûr, bien entendu, les bienfaits sont là forcément sur le plan psychologique. Est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu en partie. Hein, non, mais ça me convient. Ça me convient. Mais je suis venu un jour, en fait, je suis venu une fois à ma séance, et j'ai posé la question aux patients, je t'ai posé la question devant les patients, à savoir le bien-être qu'ils ressentent, quelles sont les raisons de ce bien-être. Et je me souviens, ce jour-là, tu leur as dit oui, parce qu'il y a la sérotonine, il y a la dopamine. Alors, on reprend cette partie-là. Oui, parce que, c'est vrai, j'ai parlé de la circulation, mais effectivement, si tu régules la circulation sanguine, effectivement, tu favorises effectivement la sécrétion des sérotonines. La sérotonine, comme le sport. Voilà, comme quand tu fais du sport, exactement. Sport, oui. Comme quand tu fais du sport régulièrement, tu as une sécrétion d'endorphine et de sérotonine. D'endorphine, de sérotonine, de dopamine. Et ocytocine, qui vont aider sur... Ce sont les hormones du bien-être. Des hormones du bien-être. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire du sport. Enfin, pas de sport de compétition, mais faire des activités physiques régulières. C'est bon pour la santé physique, psychologique aussi. Ok. Physique et psychologique. Effectivement, le tambour aussi est un instrument, un véhicule qui permet aussi d'arriver à ça. Donc si on marche, qu'on court et qu'on fait du tambour, c'est parfait. Alors, juste avant d'écouter le petit extrait, dans une des séances, il y a un patient, quand j'ai terminé la séance, je demande ce qu'il a vécu, et il me dit, il ne m'a pas savoir ce qui passait, il ne m'a pas compris ce qui passait, mais il m'a quitté comme moi. Je quittais comme moi, l'esprit me partit. Je me coucher et puis l'esprit me partit. Alors, il me demande de lui expliquer. Mais j'avoue que tout à l'heure, quand j'ai dit que, en fait, le tambour, c'est lui qui nous conduit. D'accord? Trop souvent, à mon avis, c'est moi qui parle, trop souvent, on a l'impression qu'on maîtrise beaucoup de choses, qu'on met des choses en place et que ça va aboutir à ça, ça va aboutir à ça. Je pense que le tambour, en lui-même, c'est une force. D'accord? C'est une puissance d'énergie. Pour moi, je mets le tambour au même stade que les éléments naturels, c'est-à-dire l'eau, le vent, le feu, le soleil, etc. Le tambour est une force naturelle. Et c'est un peu comme ça que je l'appréhende, que je le manie aussi, parce que je me dis que le tambour, il nous apporte tellement de choses dont nous ne sommes pas conscients. Mais je pense que les colons, les colonisateurs l'ont tellement su que ça a été un instrument qu'ils n'ont pas arrêté de persécuter. Mais bien sûr. D'enlever. Mais c'est évident. Et puis que nos populations ont gardé cette sorte de rapport qui faisait qu'on le stigmatisait en disant tambour viennet, bagaille viennet. Mais c'est très important parce que dans la civilisation de l'origine du monde, ce rythme-là est capital. Il joue encore un rôle. Chez les Africains, on a fait toutes sortes d'usages du tambour. Même pour se parler quand la langue n'était pas accessible, il y avait ça, les sonorités que les gens savaient décrypter. Il n'y a jamais eu autant d'usages extraordinaires du tambour. Ce qui est intéressant dans ce que je vous entends dire là, c'est que voilà un peuple à qui on a tout enlevé. Mais quand on parle de traits de culture, vous savez, les gens disent oui, ici nous sommes devenus autre chose parce que j'ai du sang blanc, j'ai du sang je ne sais quoi. On est dans le sang tout le temps. Mais c'est pas le sang qui fait notre culture, notre rapport au monde. C'est pas le sang. C'est pas le sang.
J'essaie d'expliquer ça aux gens, mais ils ne comprennent pas. C'est très important qu'on comprenne culturellement de quoi on est fait. Et on peut trouver des petits blancs qui sont nés en Afrique, je ne parle pas de Tarzan, bien sûr, et puis qui réagissent à la musique comme celui d'Afrique du Sud, là, qu'on a beaucoup mis en avant. Mais donc c'est la preuve que c'est la culture d'abord qui détermine le rapport au monde. Mais sur cette base-là, voilà un peuple comme le nôtre qu'on a beaucoup éloigné de son centre. Et voilà que vous faites une expérience, je mets thérapeutique entre guillemets, hein. Je ne sais pas si c'est un retour à soi, si c'est l'Afrique qui parle d'une manière, qui dit de toute façon on ne peut pas l'oublier et quel que soit ce qu'on fera pour la dénigrer, elle reprendra sa place parce qu'elle est au centre et quand on la tue, eh bien on mourra avec elle. Donc il n'y a pas intérêt qu'elle disparaisse. Mais il y a une sorte de manière de déjouer en fait un projet scélérat qui est de vouloir défaire un peuple, surtout le plus vieux de la planète, de vouloir le défaire en fait de quelque chose qui est un trait central de son identité. Parce qu'on parle de traits culturels qu'on va abandonner parce que dans le milieu là, l'environnement, ils ne sont pas pertinents. Donc on va dire, voilà, c'est pas la peine que je fasse mon truc là comme je le faisais à la maison ou sur le continent. Ici, je le fais autrement. En plus, ils m'ont donné des mixeurs. Éventuellement, ça va. Voilà, j'utilise un mixeur. Mais je suis adaptée à cet environnement, même technologique. Mais sur le plan même des atavismes, ce qu'on appelle des atavismes, c'est puissant. Ce dont tu parles là, c'est un atavisme. On ne se débarrasse pas. On ne débarrasse pas un peuple. D'ailleurs, regardez les béquets qu'on a ici. Ils sont dans des atavismes de peuples qui étaient à la recherche de nourriture, d'espace, et qui du coup ont éliminé tout ce qui était à la limite droit de propriété des autres, qui se les sont accaparés et qui considèrent par exemple que c'est naturel d'être partout et de dire partout c'est chez moi. C'est un atavisme. Je suis désolée si je choque certaines personnes, mais c'est ça, c'est un atavisme. Donc il y a des choses qui sont à analyser, non pas par la quantité de sang blanc ou de je ne sais quoi violet que vous avez. C'est comme ça qu'on vous apprend à réfléchir. C'est pour ça qu'on vous met dans des guerres tribales. Hein? Mais on n'est pas forcément dans ça. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est culturellement comment on fait peuple et comment ceux dont on nous a éloignés peut revenir, voilà, comme un boomerang. Donc sur la question de, oui, alors je sais pas, ça m'aurait intéressé de savoir que cette personne qui t'a dit qu'elle est sortie de son corps physique, comment elle y est revenue, hein? Ça aurait été intéressant. Oui. Mais autrement, dans tout ce que tu racontes là... Oui, de toute façon, laisse-moi t'interrompre. De toute façon, j'ai travaillé le tambour, et comme je disais, parce que pour moi, Césaire a beaucoup compté dans ma vision du tambour. Oui, tu l'as dit. Il a beaucoup compté. Et à l'époque, j'étais au CERMAC, donc j'enseignais le tambour, mais j'expérimentais des choses. Et je me souviens, un jour, il y a une responsable de l'atelier théâtre du CERMAC, qui va se reconnaître, qui vient à mon atelier, qui me dit, Alfred, on a un homme de théâtre qui s'appelle Mehmet, qui est un Turc, qui est venu nous faire préparer une pièce de Césaire, mais il sait qu'à malmener nous. Le type, regardez-nous, nous pas des nègres, etc., etc. Et elle me dit, mais viens avec le tambour pour lui montrer qui nous sommes. Et ce soir-là, je suis venu avec le tambour. Je suis entré. Donc, elle a présenté ça comme une séance de détente, de relaxation avant le cours de ce monsieur. J'ai pris mon tambour et j'ai joué. Et c'était extraordinaire parce qu'en fait, il y a 6 personnes dans la salle qui sont entrées en transe presque simultanément. 6 personnes. Lui, ce monsieur, grand homme de théâtre qui a son nom dans les encyclopédies, c'est un homme qui est très connu. Il a commencé à se dévêtir. Il s'est mis en slip.
Voilà, c'était Chalet qui était en laïc et ça. Mais le tambour a pris la place dans l'espace. D'accord? Et au moment où j'ai un ami qui voulait entrer, il arrive près de la porte, c'est après qu'il me dit ça, il me dit qu'il arrive près de la porte, il vient pour entrer, mais il sent qu'il ne peut pas entrer. Il a senti, en disant là, il ne peut pas entrer. Donc, la séance s'est déroulée. Et quand j'ai fini ce que j'avais à faire, c'est-à-dire ce moment de transe, c'était ça que je visais, j'ai pu ramener 5 de ces 6 personnes, ils ont fait le retour, et ils ont été complètement, ils ont retrouvé donc leur calme. Tranquillité. Ça ne veut pas dire que la transe ne soit pas... Non, c'est pas de démence, hein, là, on parle de transe. Et donc, je les ai ramenés, et la 6e personne, dommage, ses amis l'ont emmenée chez elle, elle habitait Dinan, je crois, un truc comme ça. Ses amis l'ont emmenée chez elle, et après, elle me dit, Alfred, tu sais, c'est le lendemain que je suis revenu à moi. Je suis revenu de cette transe. Donc, le lendemain. Elle avait rencontré des ancêtres. Pardon? Elle avait rencontré des ancêtres. Elle a vécu ce qu'elle a vécu. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que les 5 personnes présentes, j'ai pu les ramener. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ce monsieur qui m'a dit qu'il s'est senti sorti de son corps, en fait, il y est revenu. Il y est revenu parce que, quand je dis que j'utilise le tambour, je mets une intention derrière, mais le tambour lui-même me montre et me parle de choses. Moi, c'est important. Le tambour, pour moi, c'est une intelligence. Et je veux dire aussi que le tambour, je vais employer un mot, j'espère que vous allez comprendre, je parle d'intelligence nègre. Parce que le nègre, il a une sensibilité propre. Il a une vision du monde et de l'humain qui lui appartient. Et donc, quand on est dans cette dimension-là, là, on est vraiment, comme je dis, dans l'intelligence du tambour. Parce que le tambour, c'est ça, quoi. C'est la spiritualité, c'est l'humilité, c'est la vérité. C'est tout ça dans le tambour. C'est la force aussi. La force de caractère. Dans le tambour, il nous transmet ces choses-là. Ou quand tu es un damier, mon cas jouer damier, mon cas goûter damier, je veux dire, les phrases du damier sont spécifiques. Damier, c'est pas belé. D'accord? Et damier, c'est effectivement, on a des passages, le mot la radio, dribble quoi avant moi. Il y a des passages, effectivement, qui te fortifient le caractère. Et ça, tous les enfants martiniquais vous pratiquer le tambour. Qui te pousse à te défier, à aller plus loin de toi-même. Ça te désaliène. Tu sors de l'aliénation. D'accord. Mais est-ce que tu veux, parce qu'on n'a malheureusement pas tellement de temps que ça, est-ce qu'on peut écouter un peu ce que tu fais avec Manuela? Est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait du type d'activité que tu proposes aux patients avec docteur Le Curieux Lafirmerie? Oui, tout à fait. On va l'écouter. J'appelle ça tambour de l'âme. Tambour de l'âme. Ouais.
Voilà. Ça vous a parlé? Donc ça, ça peut tenir sur combien de temps quand tu as une séance de... Enfin, je mets thérapeutique entre guillemets. Combien de temps tu proposes ça aux gens? Et j'ai eu le sentiment aussi que... Alors, tu parles des patients, mais peut-être qu'il faudrait qu'on parle de toi. Parce que tu es un médiateur de quelque chose. Et il y a une sorte de spontanéité dans ce que tu proposes. Est-ce qu'il y a cette sorte de connexion avec l'instrument ou avec autre chose qui fait que tu sais comment frapper, et aussi, tu vois, au niveau des sons, des frapper plus fort, moins fort, plus assemblés, etc. C'est ça qui crée cette sorte de symbiose et qui fait que les gens... C'est très facile avec ça de sortir de soi. C'est très facile. Il suffit d'arrêter de penser ou d'écouter ce que tu proposes là et hop. Et ça, c'est important. Donc, c'est toi aussi. Qu'est-ce que tu es là-dedans? Quel type d'intermédiaire, de médiateur ou de celui qui reçoit de la source et qui distribue? Alors, oui, c'est vrai que c'était facile de sortir, de partir, de voyager. Là, j'essayais de me rendre compte parce que tu disais que les gens partaient vite. Oui. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de la force du tambour. Et je suis complètement d'accord avec Eugène Monat quand il parle du tambour, parce qu'il le personnifie. Et effectivement, le tambour nous apporte une force de caractère, le tambour nous apporte de l'humilité, le tambour nous apporte de la spiritualité, nous permet de voyager, d'aller plus loin, d'explorer des choses nouvelles. Mais moi qui suis derrière le tambour, pour moi, ce qui est important, c'est que oui, j'ai une certaine maîtrise. C'est pas n'importe qui prendra un tambour et qui va aboutir à... Bon, il y a une certaine maîtrise. Mais pour moi, l'élément essentiel, c'est que je veux être dans une disposition d'amour. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est très galvaudé, on parle de l'amour dans tous les sens. Mais moi, quand je parle de l'amour, je dis que la source d'eau qui coule, d'accord, elle se donne à nous. Elle se donne à nous. L'arbre qui porte des fruits, ces fruits nous sont destinés. Puis bon, il ne peut pas manger fruits. Les fruits nous sont destinés. Tu es dans le don. Et la nature, la vie, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle fonctionne dans une démarche d'amour, de se donner. Et donc, quand je prends mon tambour, je me place dans cette même disposition. D'accord? Et donc, ces moments-là, je suis venu, mais je parlé commander, je parlé mener là ou là, je suis bayo, ça qui en dit dans moi. Et puis, je suis voyager et puis parce que contrairement au massage, alors j'entends des gens qui font du massage qui disent, après le massage, il faut qu'ils enlèvent les énergies, je ne sais pas quoi. Mais moi, quand j'ai fini ma séance, moi, je rajeunis. Je suis fortifié. D'accord? Donc, je ne perds rien, au contraire, je gagne. Non, mais tu es dans ça, c'est ça la civilisation africaine de base, en tant que civilisation. On est dans le don et le contre-don sans arrêt. Et on prend et on donne. On prend, il faut accepter de prendre. Et dans ce que tu dis là, si tu as envie de donner, c'est parce que tu es aussi dans une relation comme celle-là, celle que ta civilisation a inventée, et les fruits qui poussent dans ces civilisations sont comme ça, ils mûrissent tous en même temps, tu es obligé de partager. Tu gardes pas, tu mets pas... J'ai essayé de mettre une petite... Ubuntu. Ubuntu. Oui, j'ai essayé de mettre une petite pâte de banane. J'ai essayé de mettre... parce que nous sommes... Oui, voilà. mais j'ai essayé de mettre une petite pâte de banane au frigo. Il est devenu tout noir et je me suis dit non, il fallait les laisser à l'air et puis quand il y en a trop, les donner. Mais on est vraiment dans ça. On est pratiquement pas obligé, mais on est dans quelque chose de très spontané. C'est le don, c'est ce que j'ai étudié dans mon livre qui s'appelle La culture de l'entraide, parce que à côté de la civilisation occidentale capitaliste,
mon souci, c'était de comprendre c'est quoi la base de la civilisation, donc des peuples que nous sommes sortis d'Afrique, etc. C'est quoi? Et c'est là que je suis tombée sur la notion d'entraide qui a été étudiée anthropologiquement comme étant faite du don, de l'acceptation du don et du contre-don. Autrement dit, je ne reçois pas si ce qu'on me donne, je dois l'accepter pour que ça soit un don, mais je ne peux pas le garder. Il faut que je redonne aussi pour que le circuit soit... Donc ce que tu fais, en fait, tu es dans cette posture-là, dans cette position aussi, de donner, parce que tu sais ce qu'il faut donner pour que les gens soient bien, mais le fait que les gens reçoivent et manifestent, eh bien ça te revient et ça explique ton bien-être. Donc c'est ça la civilisation, la race, l'essence de la civilisation africaine nègre, comme tu dis, c'est ça. C'est cette sorte de système. Un système, ça fonctionne toujours en circuit fermé, mais c'est un système chez nous qui n'est pas capitaliste, il est justement ouvert. Il n'est pas pour qu'une partie s'accapare les richesses et puis s'en serve et puis que la masse des gens soit pauvre. Au contraire, on tourne. Et c'est ça qui est formidable dans la façon que tu as finalement de vivre ta civilisation à un niveau donné avec Dr Laferronnerie, c'est vraiment au niveau thérapeutique, l'usage que tu peux en faire. Parce que c'est pas, quand on parle de thérapeutique, souvent on pense à un médicament, quelque chose que viennent compléter les médicaments, etc. Mais là, on est vraiment dans un accès à l'esprit, à l'âme, à quelque chose qui sort et qui fait que une des choses que tu n'as pas mentionné, c'est l'estime de soi. Des gens qu'on a écrasés, qui sont abîmés dans les addictions. L'alcool, c'est « je ne peux pas m'arrêter ». Je demande à des gens proches de moi « pourquoi tu bois ?» Ben, je ne sais pas. Est-ce que tu as du plaisir? Non, j'ai pas de plaisir, mais voilà, c'est comme ça. C'est une espèce de mécanique qui fait que les gens n'ont plus du tout de contrôle d'eux-mêmes. Et là, donc, on va les faire basculer dans quelque chose où ils disent mais je suis quelqu'un, mais je réagis, en plus je monte, je redescends, je réhabite mon corps, voilà. On fait vivre les gens dans des dimensions qui sont vraiment importantes. Peut-être que c'est la meilleure des trouvailles en addictologie, de rendre les gens, leur restituer leur humanité, restituer ce désir de contrôle sur soi-même. Parce que dans la perte de contrôle, entre guillemets, soi-disant, on est dans le contrôle. Je suis dans quelque chose que, voilà. Tiens, parce que les gens qui te parlent, ou qui vous parlent, et ils vous disent, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je suis partie, mais tu sais, c'est le lendemain que je suis revenue à moi, mais tous ces gens-là ont traversé quoi? Ils sont redevenus, revivants dans la façon la plus humaine qu'ils soient, un jour, le jour même ou le lendemain, ou bien celui qui t'a dit, je suis, docteur, vous m'avez sauvé la vie. Monsieur Alfred Varas, vous m'avez sauvé la vie, et tu dis, moi, comment ça a été possible? Mais oui, mais qu'est-ce que tu mets dans les gens, que tu éveilles en eux? Quel contrôle tu leur redonnes sur leur vie? C'est parce que quand on me dit, on m'a sauvé la vie, moi, on me dit, j'ai repris les rênes de ma vie. C'est ça qu'on me dit. Bien sûr. Donc c'est très important. C'est pour ça, tout à l'heure, tu me dis que le tambour, c'est un truc, on peut pas... Oui, mais il y a des forces on peut analyser leur nature, leur structure. Qu'est-ce qui fait que c'est une force et pourquoi c'est pas une force comme les autres? Et pourquoi c'est à travers le tambour que le descendant d'Africain ou l'Africain retrouve son humanité? C'est ça? Parce qu'en fait, c'est ça avec les colonisations. J'explique aux gens que ça fait 2600 ans que notre peuple est sous domination. Les gens ne se rendent pas compte que chaque peuple colonisateur nous a obligés à faire des choses, à nous perdre, à obéir. Nous aimons beaucoup l'obéissance. Chaque peuple colonisateur nous a instrumentalisés de manière à ce que nous soyons de bons objets dans leurs projets.
Mais nous, quel était le nôtre? Et là où on voit que Racine casse pas qu'un mot, c'est que d'une façon ou d'une autre, toi, tu es un médiateur. Tu relis les gens à quelque chose de plus fondamental. Et tu as raison de considérer que c'est un machin, voilà, c'est ultra puissant. Maintenant, on va écouter le docteur, et puis on peut écouter ce que tu veux nous faire savoir de Mona. Oui. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant, estime de soi. Oui. Et l'estime de soi fait partie des leviers qu'on essaie de soulever pour aider effectivement certains patients qui ont besoin d'outils, de ressources pour, on va dire, entre guillemets, se réinsérer dans la... Puisque comme je vous le répétais, bon, la santé, c'est physique, psychologique, c'est aussi social. Les trois, au sens de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Alfred tout à l'heure, je pense qu'il nous manque quand même des moyens pour la recherche. Oui, il faut de la recherche. Des moyens pour la recherche. Bon, vous savez qu'on ne peut pas trop compter sur l'hôpital public pour ça, ni même sur le privé. Peut-être trouver des mécènes qui vont nous aider, parce que j'ai déjà des questions à te poser concernant déjà les bonnes passantes. Concernant les bonnes passantes, si tu veux, en général, on te dit c'est de 20 à 20 000 Hz. De 20 Hz à 20 000 Hz, les bonnes passantes dans l'audition humaine. Donc dans la musique, c'est pareil. Alors, est-ce que tu connais un petit peu... Parce que je sais qu'il y a des sons graves, il y a des sons aigus aussi dans le tambour. On l'a entendu. Alors, oui, j'y ai pensé tout à l'heure, justement, quand je t'ai écouté. Donc peut-être qu'il y a des études à faire aussi sur ça. Absolument. Il y a des études à faire dessus. Et on sait aussi qu'il y a certaines ondes, des fréquences d'ondes qui sont utilisées aussi dans certaines thérapies. Dans certaines thérapies, parfois pour lâcher prise. Voilà, parfois en hypnose, parfois en relaxation, parfois. Alors, il faudrait peut-être étudier ces bonnes passantes. Il faudrait que tu aies, mais il te faut avoir des gens avec toi, des moyens, des doctorants, voilà, il faut voir. Donc je pense qu'il y a tout à fait d'accord. C'est un travail qui commence, à mon avis, c'est un travail qui commence. Il y a un travail colossal à faire à ce niveau-là. Bon, ce qu'on sait... Et universel, c'est un travail universel qu'il faut... Mais qu'on va commencer déjà de notre côté, quoi. De manière empirique. On sait par exemple qu'après la dernière guerre mondiale, les Allemands ont fait muter, au niveau de la musique, on fait muter les fréquences. On est passé de 432 à 440. Bon. Je veux dire ça, derrière ça, il y a une intention. Il y a une intention. D'accord? Et cette intention-là, elle n'est pas bienveillante. Elle n'est pas bienveillante. Bon, alors, je veux dire, on se sert de ça, des fréquences, on se sert des images subliminales, on se sert de plein de choses qui nous conditionnent négativement, mais on n'a pas suffisamment d'outils pour déceler cela et pour s'en prémunir. Il y a des musiques qui sont très agressives et qui te mènent à détruire, à être violent. Mais ce que tu dis là, les Allemands l'ont utilisé dans ce sens-là, dans le sens où il faut conditionner les gens. Oui. Il y a aussi un livre que les gens peuvent lire pour bien comprendre ces phénomènes, c'est Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Comment on fabrique l'esprit des gens. Mais il y a, dans la musique, c'est ça, là, si tu veux, toi, tu es sur le versant bonificateur qui permettent aux gens de reprendre le contrôle d'eux-mêmes. Mais il y a le versant, effectivement, perte de contrôle de soi et être dirigé comme un zombie par des gens qui ont des projets néfastes ou des intentions néfastes sur un individu. On l'a vu, il y a beaucoup d'histoires qu'on connaît de cette façon-là, avec la musique instrumentalisée pour avoir prise ou de l'emprise sur un individu et le pousser à tuer, le pousser à commettre des choses, répréhensibles. Permets-moi de revenir à quelque chose que tu disais tout à l'heure. Il y a une bienveillance que nos ancêtres, les anciens avaient,
qu'on a perdu. Enfin, qu'on a perdu en partie. Mais je crois que ça peut être ravivé en nous. Cette culture bienveillance que la Martinique a connue, après 1848, à partir de 1848, puisque, bon, il la vivait, mais sous les fers, c'était pas évident. Donc, 1848, ils ont commencé à l'exprimer ouvertement et à le vivre. Et la société martiniquaise s'est construite à partir de ça. Je donne quelques exemples rapidement. Et c'est vraiment pour revenir, parce que ce que tu as dit là, ça m'a interpellé. Les coups de main. C'est Macaba en fosse, en fosse, et puis on continue. Et base là, c'est l'amour. Oui. Base là, c'est pas simplement un rapport d'intérêt. C'est un besoin d'être. Qu'on satisfait. On a lavé l'autre. Oui, non, mais c'est ça. En même temps, c'est tellement puissant dans la culture de l'entraide, comme je l'ai étudié, c'est que c'est pas la quantité qu'on échange, c'est le besoin. Oui. C'est-à-dire, tu as fait une bonne pêche, tu as beaucoup de poissons. La Seine. Moi, j'ai une petite boulangerie. Je peux faire du pain. Eh bien, toi, tu as besoin de pain. Moi, j'ai besoin de poisson. Et on ne vient pas sur une balance peser le poids du pain et le poids du... Non, mais mon poisson, m'empêcher en l'eau. Tu peux me donner un caboué de poisson. Moi, je te donne un pain, si c'est ça. Donc, c'est pas au niveau de la quantité, c'est le besoin. Si on étudie bien notre civilisation, elle est tellement passionnante. Mais j'ai écrit un beau livre là-dessus. Je dis aux gens, la culture de l'entraide, ça nous apprend plein de choses sur nos origines. C'est très important. Alors, je reprends au bon ce que vous avez dit toutes les deux, l'intention. Oui, bien sûr. L'intention, effectivement, la bienveillance et la bientraitance, il y a ça dans l'intention, et l'effet qui sera produit sur notre vis-à-vis notre interlocuteur sera différent selon, effectivement, notre intention. Ouais. Oui. C'est comme en médecine, parfois on parle de l'effet placebo, c'est-à-dire selon la façon dont on va te présenter la bouteille d'eau, et selon la confiance, la relation de confiance, l'alliance qu'il y aura entre entre guillemets, le thérapeute et toi-même, eh bien, la bouteille d'eau a un effet différent selon que tu aies confiance en lui, qu'il soit bienveillant envers toi ou pas, tu vois. Tout à fait. Et donc c'est reconnu, hein, c'est tout à fait reconnu. Donc, effectivement, quand tu parles de l'intention, c'est important. Non, et puis, il nous guide dans quelque chose, dans un univers que dans notre société, on explore très peu. On est très matérialiste, société de consommation. On est devenu. Et puis, on l'est devenu, mais depuis la plantation. Tu devais t'ajuster à la vie des maîtres, aux exigences. Mais tu nous entraînes là dans un univers qui est extraordinairement vital par rapport à aujourd'hui la quête de spiritualité de notre peuple. Il y a un désir de sortir de toute cette boustifaille, ce commerce, ces magasins. Il y en a plein. Il n'y a plus d'espace pour regarder la nature. Tout est bétonné avec des supermarchés qui n'en finissent plus. Et les gens sont contents. Donc tu nous emmènes dans un univers qui peut permettre aux gens qui ont envie aussi de retrouver un peu d'humanité dans leur environnement, de regarder, qui n'ont pas d'idée de comment accéder, de regarder par exemple là, de ce côté-là, ce qu'ils peuvent trouver comme moyen de petit bonheur, parce qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour que les gens aillent chercher dans l'univers du bien-être, dans ce que tu fais. Combien de temps il faut ? Donc, tu fais quoi? Sont des séances de 20 minutes, 1 heure, 2 heures? Oui, la séance dure à peu près 45 minutes. Oui, c'est ça. Autour de ça, tu vois. Voilà, c'est ça. 45 minutes, parce que, bon, je veux dire, il y a des étapes. Tu vois, le patient se couche, voilà. Je veux dire, et les différents... le jeu que j'ai... Oui. Le conduit, sûrement, parce qu'il faut qu'il se détende. Oui, c'est ça. Progressivement. Il y a un temps de détente, de relaxation. Et il y a un temps où on part dans un voyage. Tu vois, vraiment, là, on s'en va et il faut revenir. Donc, tout ça, il y a un timing. Il y a un timing. Bon, mais pardonne-moi de revenir sur ce que tu as dit, qui m'a beaucoup plu tout à l'heure. Et ça me permet de dire une chose, de dire, quand
une personne âgée me dit « Ishmael, venez rendre mon service », c'est extraordinaire. On ne se connaît pas. Mais ce que la personne, elle me met dans une disposition qui est extraordinaire. Oui. Elle m'appelle Ishmael, venez rendre maman au service. Oui. Ou bien quoi, ils vont aller marcher, ou quand elle marche en cas de chéri doudou. Qu'est-ce qu'on a fait mon bon jeudi? Mais chéri doudou. Et ça, c'est, je veux dire, les anciens, c'était la base de leur vie. Oui, oui. C'était la bienveillance, et c'était une culture pas bienveillante. Vu comme un danger, comme un ennemi, comme l'étranger qu'on stigmatise. On est dans cet esprit de famille. Mais tous les jeunes que je rencontre aussi à Paris ou dans mes voyages, ils m'appellent maman. Là, dernièrement, j'ai fait une conférence, je suis devenue tata. Non, tout le temps, ils m'appellent maman. Au début, je me suis dit, mais non, mais les jeunes Africains ont gardé ça. Ouais. Ils m'appellent tous comme ça, maman. Mais c'est justement cette vision, ce rapport au monde qui est que qu'est-ce qui fait que je suis de ta famille ou tu ne l'es pas? Et quand vous arrivez en France ou en Europe, la première chose qu'on apprend aux Européens, c'est de reconnaître en vous un étranger, un pas de chez nous, un qui nous menace, un qui vient prendre notre pain, un qui ça. Alors que chez nous, d'ailleurs, on dit souvent aux gens, quand les Blancs arrivent ici, vous leur ouvrez toutes vos portes et vous leur donnez tout. Et nous, quand on est là-bas, nous, c'est le pied parfois, là où je pense, qu'on reçoit. Tout de suite, on est sur ses gardes, on est mal à l'aise, on est surveillé, on a le sentiment qu'il faut marcher sur des œufs, alors qu'ici, dans nos pays et sur le continent aussi, d'ailleurs, une fois, j'ai dit aux gens, mais vous êtes trop bons, trop gentils, mais c'est pas la gentillesse dans le sens où, voilà, c'est mou. C'est une disposition, une manière de vivre. Et les gens m'ont dit, mais on s'en fout que les gens nous machin. Nous, on va pas changer, c'est comme ça qu'on est. C'est ça qu'ils m'ont répondu. Parce que moi, avec mon regard un petit peu occidentalisé, je disais, mais vous êtes trop bons, on va tout vous prendre, Et c'était vrai, parce qu'il y avait dans le groupe des Occidentaux qui en ont profité à un maximum. Oui. Et c'était vraiment... Des prédateurs. Des prédateurs. Et ils sont formés à ça. Et j'ai dit, j'ai fait des remarques, et puis ils ont été violents, mais j'ai dit, ça ne se fait pas, vous êtes chez les gens quand même, on vous donne tout. Vous allez chez les préfets dans des endroits, ils s'assiedent au premier rang, alors qu'ils sont les invités de personnes qui dirigent les associations. Non, je veux dire, quand on sait... Alors, la question de l'estime de soi, quand on sait la noblesse de la civilisation dont on vient, je suis désolée, il n'y a rien qui puisse vous faire envie de ce que sont les autres et qui nous ont présenté comme étant la panacée du savoir-vivre, de la noblesse, de la beauté, de la grandeur. Moi, j'ai toujours dit aux gens, la beauté, la noblesse, la grandeur, c'est vraiment chez les Africains, sur le continent que je l'ai trouvé. Il y a tellement de dérives à cause des dictatures, de tout ça, mais quand vous êtes dans le peuple, et puis dans les structures où on a gardé les traditions, il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Donc, on a des résidus de ça. On garde des choses comme ça, puisqu'ils ne peuvent pas tout tuer, tout détruire. Mais nos jeunes générations, avec les politiques d'assimilation qui sont menées, regardez, nos jeunes générations perdent tout ça. Ils sont de plus en plus européanisés, occidentalisés, avec des manières de penser. Mais c'est pour ça qu'il est important que le tambour revienne à sa place. Toi, tu les reconnais. Parce qu'en fait, le tambour, il est en nous. D'accord ? Le tambour, il est en nous. Hein. Oui. Quand nos ancêtres ont quitté les côtes africaines pour venir les Antilles, je veux dire, ils ont voyagé avec le tambour en eux. Oui. D'accord ? Donc, tu es certainement mieux passé que moi pour en parler. Je veux dire, la dimension génétique, ce qui nous habite, ce qui habite notre ADN, je veux dire, c'est aussi ça. Tu vois, c'est aussi ça. Et le tambour nous ramène à ça aussi, c'est-à-dire le tambour nous ramène à cette dimension de bienveillance. Tout à l'heure, quand j'ai parlé d'humilité, parce qu'effectivement, le tambour nous ramène à l'humilité. Pourquoi ? Parce que le tambour, il participe à l'unité. Mais il te ramène à l'essentiel aussi. À l'essentiel, oui. À l'unité. Et le tambour, c'est ça, quoi. Le tambour nous unit. D'accord. Tu vois ? Et bon, je prends l'exemple qui est simple. Ça, c'est reparti en Martinique. Enfin, c'est en train de refaire surface. Ça n'a pas été évident.
Bon, personnellement, à mes débuts au CERMAC, j'ai été un petit peu, Il y a des dérives, incendié par certains qui me disaient, mais qui maniaient, au lieu de jouer tambour martinique, ou qu'à mélanger puis différents tambours, des djembés, des ci, des ça. Je disais, mais écoutez, mais tout ça est en nous. Tout ça est en nous. C'est-à-dire que c'est différent. J'attends. Le Dogon, le Maasai, etc., le Manding, tout ça est en moi. Donc je vais pas me morceler. D'accord? Je ne veux pas être dans une dimension, comme le disent les Occidentaux, fractale. Et puis c'est pas... Je veux être dans une dimension de... Non, fractal, c'est puissant. C'est fractionné. Tu ne veux pas te fractionner. Oui, mais c'est ça que je dis. Mais la civilisation africaine, elle est fractale. C'est-à-dire que tu pars de l'infiniment grand pour l'infiniment petit pour aller à l'infiniment grand. Oui, mais le terme fractal qui est utilisé par les me gêne. Pourquoi? Parce que je dis, quand tu dis fractal, tu dis fraction. En réalité, la musique, elle est fractale. Le tibois est fractal. On fait ça, toute la musique. Ça se multiplie et ça donne une dimension. Vas-y. En toute modestie, je rejoins Alfred parce que quand je vais en Guadeloupe, bon, pas ces jours-ci parce que le billet d'avion est trop cher, mais quand je vais en Guadeloupe le samedi que je vais à Pointe, tu connais, il y a plusieurs endroits où il y a du tambour. Et on ne manque pas de se rapprocher. Donc, c'est comme un aimant. C'est comme un aimant, c'est social, on va dire. C'est vraiment la dimension sociale, culturelle. Et puis, docteur, je veux te dire quelque chose. Je suis martiniquais, ça me parle. Ça me parle quand j'allais en Guadeloupe. Là, c'est vraiment intéressant, quoi. Oui. Pardon. Attends, oui, vas-y. J'allais en Guadeloupe dans les années 60. Oui. D'accord? Eh bien, il n'y avait pas ça encore en Guadeloupe. La Guadeloupe n'était pas dans cette dynamique-là. Et le tambour a contribué à l'unité du peuple guadeloupéen. Ça, je le dis parce que je l'ai constaté. Je vais régulièrement en Guadeloupe et je regarde ça, je dis, mais c'est extraordinaire. Dans les soirées belles aussi. C'est extraordinaire. Ça, Et ça, c'est la force du tambour. Et s'il y a unité, c'est parce qu'il y a acceptation de l'autre. Tu as le même schéma que sur le continent. Le tambour, c'est vraiment pour rappeler à la communion. Tout à fait. Et tout le monde, quand on a à communiquer, à dire des choses, à danser, à faire des... C'est le tambour, un frappé, une frappe qu'on sait décrypter. Hop, tout le monde est là, au rendez-vous. Même pour les enterrements avant chez nous, c'était un son de tambour particulier qui appelait la communauté à venir. On a perdu un membre, avec parfois le lambi, on a perdu un membre, venez. Et tout le monde venait, parce qu'il n'y avait pas moyen d'avertir les gens qu'on avait perdu un membre. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans les rythmes, parce que les rythmes, c'est des codes. Oui, bien sûr. Les rythmes, c'est des codes. C'est-à-dire que les rythmes qu'on va utiliser vont répondre. C'est-à-dire que là, c'est nos gènes qui captent ça. D'accord? Le tambouiller, c'est un émetteur, mais le corps de chaque nègre, là, c'est un récepteur. Bien sûr. Et on est dans un même langage. On est dans une unité. Et c'est pour ça que moi, j'aime à dire que cette intelligence que j'espère avoir pu pour moi-même, comment dirais-je, développer. Parce que à un moment, j'ai fait le choix d'être autodidacte. J'ai fait le choix. J'avais 12-13 ans. Mon père m'avait déjà enseigné, parce que mon père, c'était un homme qui était très foncé de peau et qui était quelque part rejeté dans une société mulâtre, etc., etc. Et mon père, très tôt, il m'a parlé des choses. Il m'a parlé d'Afrique, il m'a parlé de Lumumba, il m'a parlé etc. Et ce qui fait que très tôt, j'ai eu conscience qu'il y a un système, qu'il y a une matrice qui nous garde dans une espèce de bulle malfaisante, et qu'il faut être au-delà, en dehors de cette bulle, pour pouvoir être. Et le tambour m'a aidé justement à comprendre qu'il y a une intelligence nègre, et que cette intelligence, c'est elle qui, comment dirais-je, qui nous permet de percevoir de quelle civilisation nous sommes. Nous ne sommes pas de la civilisation de l'avoir, nous sommes de la civilisation de l'être. C'est ça. Oui, notre civilisation, c'est celle-là. On ne peut pas se tromper. D'accord? Parce que c'est ça que nous vivons et c'est ça nos besoins. Et c'est ça qui, au niveau de l'estime de soi, qui fera que des gens, par exemple, qui ont l'impression qu'ils sont des ratés, parce que justement, ils sont dans l'avoir, ils sont des ratés, ils n'ont pas réussi à avoir la grosse maison, la grosse voiture, ou ils parlent pas le français comme il faut, entre guillemets, etc. Tout un tas de stupidités.
eh bien, ils se détruisent parce que ils sont dans une confrontation avec eux-mêmes qui n'a pour référent ou référence que le fait de posséder et de dire, voilà, les autres m'acceptent parce que je possède ou que, effectivement, si on sait que c'est pas l'essentiel, si on donne accès aux gens à une autre dimension de l'être, comme ce que tu fais là, oui, l'estime de soi revient et on dit, je vais construire autre chose. Je ne vais pas construire sur la base de l'avoir parce que d'abord, on ne me laisse pas avoir comme je veux, parce que les discriminations, elles sont bien faites pour ça. Ce n'est pas les 400 € que l'État donne aux petits malheureux qui leur permettent d'avoir quoi que ce soit, sinon d'aller enrichir M. Ayotte. Pardon, s'il m'entend. Alors, ce que je veux... Est-ce qu'on entend M. Mona? Parce qu'il faut qu'on avance. Oui, c'est important. Est-ce que Manuela, tu veux bien nous faire entendre... C'était quoi le titre? Non, c'est Mona nous présente le tambour. Mona nous présente, voilà. C'est important d'entendre ce qu'il a à nous dire. Oui, allons écouter... C'est maman il a paré pour jouer tamboua, jouer tamboua, jouer tamboua. Si qu'on homme l'a dit moi, tamboua sans monde, faudra nous kembe, faudra nous soigner. On va demander la vie bat tamboua, on va demander la vie bat tamboua. Eh, malé baille la vie ah, la vie Mano diman nous baille la vie, Fava diman nous baille la vie, Rastok diman nous baille la vie, on nous baille la vie, on nous baille la vie. Quand homme levé, quand homme parler, allez ça bouger nous pas qu'attendre. Quand homme levé, quand homme parler, quand homme levé, quand homme parler, allez ça bouger nous pas qu'attendre. Quand homme levé, quand homme parler, ça bouger nous pas qu'attendre. Quand homme levé, quand homme parler. Moi tambour. Ou à 6 ans les moi m'en senti chalet derrière ou chalet désir ou. L'on de la soie c'est l'ensemble pour moi. La peau talon dit soit tout caché ça ça m'intéresse pour maman pour papa ou grand-maman ou grand-papa ou toute génération de racine. Ah ben oui. C'est moi qui baille la force, parce que mon pouvoir dit ça qu'il est, force et puis courage. Force pour arrêter sans manger, force pour fouiller en placement quand il dans petit moment là autant de voir moi. Enfin yo communiquer puis la force en haut, énergie, vibration, lumière. Bon les bonhommes qui des amants des fois, enfin l'esprit qui rentre encore. Jouez-moi, louez-moi, m'en s'en mène. Mettre nègre pour bon. Quand homme levé, quand homme parler, allez ça bouger nous pas qu'attendre. Quand homme levé, quand homme. Si la peau talon quand les moi, mettez la main, on dribble le coup à bas mon comme. C'est la main et puis talon qui a formé un triangle tête en bas, c'est la force des 4 x 3 égale 12 et puis moins. Pas demandez-moi l'or, pas demandez-moi l'argent, pas demandez-moi diamant. Mais cherchez manière pour bas moins plus place, moins plus sens si comprendre science tamboua. C'est quand mon capé à l'action, sans dit dans boyo mon traverser chaque jour. Mais moi pèser au bon con sincère. Mon capé la vie et puis l'esprit, mon capé craser la nuit de grand jour en plein midi. Tirez chemise ou mettons l'autre chum mon fille. Ou là sous moi, joue encore. D'autres lumières pour venir. Pas au chip, pas au petit bras. On nous joue par mon nom qui fait la vie en 7 milliards l'année. Quand homme levé, moi tambour m'a déclaré, oui, mon a sans tambour aussi. Mona wale à la ho, mona wale à la ho, mona wale à la ho. Mona wale à la ho, mona wale à la ho, mona
Merci Manuela. Alors, dis-nous, Alfred, pourquoi tu as voulu qu'on écoute ce... Oui, non, mais... C'est un petit montage, hein? Le morceau est plus long. Il a fallu prendre des extraits, sinon... C'est bon, ça. C'est vrai que le morceau est très long. Oui. Donc j'ai choisi certains extraits. Parce que dans ce qu'a dit Mona, je veux dire, c'est la seule personne, jusqu'à présent, en Martinique, que j'ai entendu parler du tambour avec une telle vérité. Et moi, je parle de ça en tant que tambouiller. Mona n'était pas tambouiller. Là, je parle au tambour. Oui, il était flûtiste. Bon, tu as entendu le gars faire un petit coup de tambour, il a fait un petit coup de tambour, mais Mona était flûtiste, c'était chanteur. Mais quand il dit Mona, c'est un tambour aussi. Moi, Mona, c'est un tambour aussi. Ça, c'est puissant. C'est puissant. Parce qu'en fait, il est en train de dire que le tambour n'est pas simplement un objet. Le tambour est infiniment plus que ça. D'accord? Et tellement plus que ça, c'est que là, il parle de la dimension de vie qu'il y a dans le tambour. Il parle tout le temps de grand homme là. Pardon? C'est Dieu, je pense. Il mentionne sans arrêt grand homme l'en dit. Ah oui, grand homme parce que mais le grand homme, c'est quoi? C'est Dieu. Une divinité. Oui, il a dit mon Dieu, c'est un tambour. Il a dit mon Dieu, c'est un tambour. Un ancêtre, voilà, qu'il. Et il faut dire aussi que Mona avait une relation particulière avec les aînés. Oui, tout à fait. Parce que moi, je jouais avec Mona. Moi, je jouais avec Mona à l'époque, je crois qu'il y a Évariste Dauvin. Évariste Dauvin, c'était un des tambouillers de basse. D'accord. Et Évariste, il enseignait Eugène. Il enseignait sur les choses. D'accord? Il y avait donc plusieurs anciens. Et il était vraiment là à s'imprégner de la science des anciens. Mais ce qui est tout extraordinaire, c'est que Eugène, il a fait un tel voyage. Pour moi, il a revécu l'Afrique, quoi. C'est-à-dire, il a fait le voyage contraire. Moi, je crois pas. Il est retour. Je crois pas qu'il y ait eu de rupture. Il y a peut-être eu des trucs un peu, tu sais, du fait de la déportation, etc. Mais la façon d'être de Mona nous indique qu'il n'y a pas mais forcément... du fait de l'aliénation. Parce que nous avons un système, justement, qui veut nous arracher à nous-mêmes, à ce que nous sommes. Mais il a gardé... Lui, il a retrouvé toute la force. Tu vois, c'est-à-dire que Mona, la Mona de Kamaché Pieni, c'est pas par hasard. La Mona de Kamaché Rein et puis Code Maou, c'est pas par hasard. Je veux dire, il est entré dans une dimension, il a retrouvé la dimension. Et là, quand il nous parle, Mona est en transe, là. Je ne sais pas si les gens entendent bien, c'est-à-dire que Mona, à un certain moment du chant, on sent qu'il parle, on sent vraiment qu'il est dans une transe, tu vois. Et quand on écoute tout le chant, il y a un moment où il pousse un cri, et on sent que là, c'est pas pas des capalés, là, c'est vide qui a vécu un bagaille, tu vois, qui a vécu un bagaille extraordinaire. Et il dit par exemple, Tamboua Kadiou, et Maka Peze Tcheo. Tamboua, Kadimona, Maka Vini Peze Tcheo. Fokou bon et sincère. Tu vois? Mais attends, tu vois la dimension qui donne à ça. Le tambour qui dit Maka Peze Tcheo. Il est personnifié, mais il est au-delà d'un simple être humain. Ben bien sûr, c'est quelqu'un. Tu vois, c'est une dimension. Oui, c'est un être divin. C'est quelque chose, qui dépasse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Tambour Kadiou, m'a force et courage. Et c'est moi qui mets nègre, parce qu'il passe le tambour comme étant un élément initiateur d'une race, tu vois. Et pour moi, Martinique, c'est la même chose que nous vivons. Quand Césaire, parce que j'ai rencontré 3 hommes dans ma vie,
qui m'ont fait énormément de bien, c'est mon père, premièrement, parce que mon père petit, j'avais 7 ans, il me mettait sur ses genoux et il me parlait de la vie, il éclairait mon esprit. Après, j'ai rencontré, il est mort, j'avais 9 ans, mais j'ai gardé ce qu'il m'avait donné, tu vois, et jusqu'à présent, j'ai gardé, hein, moi, c'est ça que j'ai fait mon doute, hein. Et je rencontre Césaire. Et quand Césaire me voit, je suis en train de jouer au tambour, c'était à Paris à l'époque, comme on disait pour l'immigration, parce que c'est rien qui n'est là, donc je joue au tambour, bah, d'antillais. Et puis, pour ouvrir un pièce théâtre, en tout cas, qui m'a foutu ça, et puis Joby Bernabé et tout ça. Et je suis en train de jouer au tambour pour préparer le public à la pièce. Et Césaire me voit, et en même pas 10 minutes, il m'écoute et il vient vers moi, il me dit, est-ce que je suis prêt à venir enseigner ça, ce que je joue là, au petit Martiniquais. Mais après, je dis, mais attends, je n'ai pas, Césaire pas connaître formation, moi. Il pas connaître moi, écoutez-moi pendant 10 minutes, mais comment Césaire a décelé quelque chose? Et moi, je me dis que le tambour lui a parlé. Parce que le tambour m'a appelé. Hein. S'il ne décide pas d'être tambouillé, le tambour, il vient et il t'habite. Et quand il t'a habité, il te met en Mais mission. dans les communautés africaines, n'est pas tambouilleur qui veut. Hein. Tu touches pas. Quand en plus, tu as des tambours, tu as des petits, mais il y en a d'immenses qu'on trouve en Guadeloupe aussi. Ils sont immenses. N'importe qui ne touche pas un tambour. C'est un espace sacré aussi, là où il est entreposé. C'est pour ça que quand les Européens ont volé beaucoup de choses de l'art africain, ils ont aussi commis des sacrilèges qui ont déstructuré, déspiritualisé aussi ces sociétés-là, en faisant revenir leurs œuvres d'art, d'ailleurs comme le tambour ou des choses précieuses. Quand vous allez au musée c'est pas Grévin, l'autre là où il y a c'est rempli d'œuvres d'art. Eh bien, il y a des milliers de tambours dans tous les coins. Comment ça s'appelle le musée que Chirac a inauguré là C'est pas Branly, non? C'est pas Branly. Le musée du Quai Branly, oui. c'est rempli de tambours de toute taille, etc. Hein. Alors, permets-moi de m'accrocher à ce que tu viens de dire. J'en ai parlé, ça fait des années, à Marcel Nadeau notamment. Je lui disais qu'il est important qu'on crée Caïomé. Parce qu'au moins, pour qu'on y caille. Pour qu'on y caille. Pour tamboua, il y a caille qui taille. Et je disais, alors, Caïomé, j'avais souhaité que ça se fasse sous l'espace de l'habitation du champ, là où l'étincelle a créé notre libération. Donc, dans ces lieux-là, mais en plus, un musée du tambour, c'est-à-dire que Fort Caïomé, c'est un musée, et puis recevoir de la diaspora et de l'Afrique des tambours, des quantités de tambours. Je veux dire, en Guadeloupe, ils sont déjà assez avancés là-dessus. Oui. Pardon? En Guadeloupe, ils sont déjà assez avancés. Oui, mais le projet que j'ai partagé avec Petit Canal, il y a vraiment un espace des tambouillés martiniquais. Oui. Le projet qu'on a, tu vois, ce sera vraiment un espace de mémoire. Oui, mais là, un Petit Canal en Guadeloupe. C'est pas seulement un lieu d'exposition. Oui. C'est vraiment un lieu de mémoire. Non, un lieu de mémoire, tout à fait, je suis d'accord. Et ça va se faire bientôt. Moi, je pense qu'on l'a pensé, on a la volonté qui est derrière, je pense qu'on va y arriver bientôt. Mais pas pour donner à l'UNESCO, parce que j'ai vu qu'on donne... C'est pas un lieu touristique. J'ai vu qu'on donne notre montagne de notre course de yole et je ne sais quoi, qu'on a d'ailleurs déplacé cette année, hein, notre course de yole, parce qu'il y a un truc en France, là, un truc les JO. Donc on met notre course de yole, je crois, début ou mi-juillet. Bon, voilà. Moi, ce que je voulais, puisque le temps malheureusement est passé, mais par rapport à tout ce que vous apportez dans vos réflexions, dans vos observations, parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'éléments d'observation, et quand on fait des enquêtes au niveau sociologique notamment, mais là, vous êtes à la fois en musicothérapie, en musique tout simplement, et puis aussi au niveau identité, au niveau contrôle, estime de soi, donc ça fait psychosociologie. Vous êtes vraiment sur des pôles multiples pour mettre des gens à travailler, parce que là vous avez beaucoup d'observations, et ces observations-là méritent effectivement, ce sont des objets d'étude, et c'est vrai qu'on ne va pas prendre le tambour en bloc comme une espèce de
d'entités qui seraient décryptables parce qu'on voit sa forme et comment sa facture. C'est vraiment quelque chose, un instrument qu'on aborde différemment, soit en le personnifiant comme le fait Mona, soit en étant médiateur entre soi et les patients, soit en considérant que c'est l'âme, ce qui a survécu. Et je pense que la façon, puisque tout à l'heure, le docteur disait que oui, dans toutes les civilisations, à peu près, enfin, on trouvait ce rôle du tambour, mais je crois que la façon qu'il a d'être utilisé par le peuple noir, elle s'explique par le fait ce peuple-là a eu à se battre beaucoup pour se protéger, beaucoup pour sauvegarder aussi son identité et beaucoup contre des prédateurs, et il n'a pas fini de se battre. Et ce tambour-là reste quelque chose de tellement symptomatique, symbolique, mais symptomatique aussi des luttes, des dangers que le peuple noir a traversés, et c'est à travers lui qu'il se reconnecte à lui-même, parce qu'il a beaucoup perdu. C'est vrai, on a vu, il a beaucoup perdu de traits de son identité propre, même si maintenant on essaie de mettre bout à bout. Mais il faut le voir comme ce que, puisque c'est depuis la nuit des temps que l'Afrique l'a utilisé, c'est ça, le trait, le cœur. Vous parliez de cœur tout à l'heure. C'est le cœur du peuple noir. Et donc, c'est pour ça que si on le tue, la lumière a clignoté, il faut qu'on s'arrête. Si on le tue, on tue le peuple noir. C'est pour ça qu'il faut qu'il continue à vivre et que, par ce que vous faites, que vous proposez, parce que tu disais le tambour aujourd'hui pour la Martinique, il ne faut pas le folkloriser, il ne faut pas le mettre forcément au cénacle, même si c'est important d'être au cénacle. Mais enfin, voilà. Je vous laisse le mot de la fin, puisque la lumière a clignoté, qui nous signale que c'est terminé, malheureusement. Docteur, vous voulez bien? Non, c'est moi qui vous remercie à mon nom et puis au nom de nos soignants, et de nos usagers. C'est moi qui vous remercie pour donner toute sa place à notre culture, puisque au-delà du tambour, et avec le tambour, il faut quand même que chacun se réapproprie sa culture. Et puis vous donnez peu de bonheur, vous donnez un peu de bonheur à des gens qui souffrent, tout à fait. Qui sont dans une grande souffrance. Voilà. Et toi, Alfred? Je vais certainement me répéter pour dire que ce que le tambour m'a révélé à moi, c'est qu'il y a une intelligence nègre qui est authentique et qu'il faut qu'on se la réapproprie. Et ça nous permet justement de prendre pleinement conscience que notre civilisation, c'est celle de l'être, avec l'humain au centre, et non celle de la voix. C'est ce que j'ai à dire. C'est ça, c'est ce qui est central. Donc, vous avez vu, chers amis, merci d'avoir été là, merci d'avoir... J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous donnera aussi envie d'aller un petit peu plus loin, parce que effectivement, c'est le cœur de notre civilisation qui est là, qui bat à son rythme, qui peut prendre aussi des rythmes plus rapides, moins rapides, pour nous dire, comme un Les Roses en Guadeloupe qui nous dit des choses, comme ici un Belay ou un Damier, etc. Mais c'est notre cœur. Donc, prenons soin de lui et puis souhaitons beaucoup d'expériences comme celle-là à nos médecins, nos thérapeutes, nos musiciens qui soulagent les souffrances, les douleurs des nôtres que la médecine conventionnelle ne parvient pas à soulager. Merci encore et puis à très bientôt. Merci.